toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Groupe Intuis, effectivement, c'est l'évolution de produits que vous avez naturellement utilisés à un moment donné. Acteur historique du marché du chauffage électrique avec des marques comme RLA, Caplimo, Campano, Haro, OR et France Énergie pour les énergies renouvelables. Merci beaucoup. Peut-être commencer par vous, Rémi Garraud-Verdier, donc d'Enedis. Comment est-ce que ce critère d'indépendance énergétique dont a parlé Agnès Pannier-Runacher, pour vous, quels sont ces critères et jusqu'où faut-il aller? On est toujours dans le fait, est-ce qu'on ne va pas trop loin ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Merci pour l'invitation. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi, Madame la Ministre, de vous remercier pour votre action déterminante sur le paquet 55 et le market design. Vu d'Enedis, ce sont de bons accords et nous en sommes extrêmement satisfaits. Si on regarde dans les textes européens, le critère d'indépendance énergétique, il apparaît il y a environ 30 ans. Mais la vraie nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un sujet, pas une proposition législative qui n'est pas éclairé de ce critère. La nouveauté, elle est là. Je suis ravi d'être avec vous pour en parler. Chacun aura sa définition de ce que c'est l'indépendance, mais je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut réduire notre dépendance aux importations fossiles, essentiellement provenant de régions géopolitiquement instables, voire inamicales. Et pour ça, vous l'avez rappelé, Madame, deux grands axes, le nucléaire, le renouvelable. Quand on parle du renouvelable, on fait le choix du réseau. 90% des énergies renouvelables sont connectées au réseau de distribution, donc au réseau essentiellement géré par Enedis. Et c'est partout pareil en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, 90% des énergies renouvelables connectées au réseau de distribution? Ça veut dire que pour Enedis, en 2023, nous avons raccordé, et c'est notre record, 4,2 gigawatts de renouvelables. On s'attend à raccorder 5 gigawatts en 2024. Avant la crise Covid, on a raccordé 2 par an. Est-ce que ça veut dire en termes de réseau? Le réseau d'Enedis, c'est 1,4 million de kilomètres. C'est 35 fois le tour de la Terre. D'ici 2040, pour raccorder les renouvelables nécessaires à cette transition, on va devoir construire 9 tours de terre, de réseau, pour raccorder, développer et répondre à l'électrification. L'enjeu de la transition, l'enjeu de la souveraineté, pour Enedis, il est là. Il ne repose pas que sur nous, il repose aussi sur les consommateurs. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 850 000 producteurs d'électricité. C'est vous, si vous avez des panneaux solaires sur votre toit, par exemple, ces 850 000 producteurs d'électricité, la moitié, 400 000, sont également autoconsommateurs, donc consomment localement leur production. C'est possible grâce à quoi? Ça, c'est possible grâce au compteur Linky. C'est le compteur qui a été défini, déployé par Enedis, et c'est ce compteur qui permet cette autoconsommation. Il permet aussi autre chose, il permet l'autoconsommation collective. C'est quand vous partagez votre électricité avec vos voisins. Il y a 300 opérations en France actuellement d'autoconsommation collective. Il y en a 400 en projet. C'est aussi un geste de souveraineté, de se connecter à son espace Linky, de regarder comment on consomme. Quand est-ce qu'il faut consommer? On consomme quand on produit. Ça joue sur la souveraineté. Donc la souveraineté, elle est industrielle. Elle repose sur du réseau, plus de réseau, et sur des gestes de consommateurs qui s'appuient sur les informations du précieux compteur Linky. Mais en même temps, regardez ce graphique quand même qui est très intéressant. C'est ça montre bien qu'on n'a pas du tout amorcé notre indépendance au niveau énergétique, hein, puisqu'on voit bien que ça progresse. Donc c'est un petit peu un peu inquiétant, je trouve, ce graphique. C'est l'Europe. C'est un graphique européen. Oui, oui, on parle d'Europe, bien sûr. Regardons le graphique français. Non, parce je pense qu'il serait éclairant. Oui, c'est l'Europe. On peut parler d'Europe sans nier les efforts et au contraire souligner les efforts qui ont été faits en France. Le graphique français est assez différent. Agnès Pannier-Runacher, il a un petit... Oui, et on comprend le problème de l'Allemagne. Oui. Je pense que c'est assez éclairant. Oui, c'est même assez frappant, je trouve. Très intéressant. Marion Labattu, ça vous inspire quoi? Je rappelle que vous êtes directrice des affaires européennes d'EDF. Oui, merci. Je vais également commencer par saluer tout le travail d'Agnès Pannier-Runacher et de toutes les équipes de la France à Bruxelles. Heureusement que vous êtes venus. Vous allez regretter vos anciennes fonctions. Je veux vraiment le souligner.
parce qu'on partait de très loin. Et quand je regarde le sommet international du nucléaire qui a eu lieu à Bruxelles jeudi dernier, avec une présidente de la commission qui a eu un discours, déjà elle a prononcé le mot nucléaire, je pense que c'était pas nécessairement arrivé. Ça mérite vos applaudissements. Voilà. Et par ailleurs, elle en a parlé de façon positive. Certes, en parlant plutôt du parc existant et en parlant de financements plutôt nationaux que de financements européens, mais c'est quand même une prestation à souligner. Et donc le tournant est véritablement majeur. Et je pense que dans la continuité des textes sur le market design, sur le NZIA, sur la taxonomie, si on remonte un peu plus loin, on a ici les fondements d'une politique européenne qui pourrait être beaucoup plus technologiquement neutre ou diverse pour l'atteinte de l'ambition climatique. Si on revient à notre sujet, effectivement, l'Europe, c'est 2/3 encore d'énergie fossile, 2/3 d'importation. Alors l'idée, c'est pas de remplacer des importations par d'autres importations. Et en ce sens, je rejoindrai les propos de la ministre au sujet de certaines politiques qui viseraient à, par exemple, importer très massivement de l'hydrogène qu'on n'arriverait pas à produire chez nous. Nous, chez EDF, on voit 2 leviers majeurs sur ces sujets de réduire le taux de dépendance de l'Europe. D'une part, l'efficacité énergétique et d'autre part, donc, la baisse de la dépendance aux énergies fossiles qui aujourd'hui sont importées. Pour ça, il y a un levier d'action majeur qui est l'électrification et qui a des impacts significatifs sur les 2 volets, puisque les solutions électriques sont particulièrement efficaces d'un point de vue énergétique. Donc si vous remplacez du pétrole dans votre voiture par de l'électricité, vous avez un gain significatif en termes de consommation énergétique. Et d'autre part, on rentre aujourd'hui dans la 2e phase qui va être la décarbonation des usages. Et ici, l'électricité a un rôle clé à jouer. Nous avons présenté la semaine dernière notre scénario de décarbonation à l'horizon 2050 pour l'Europe. Et on voit qu'on doit être autour de 60-65% d'électricité dans les différents usages au niveau européen. Aujourd'hui, c'est 23%. Ça stagne, voire ça descend. 23%, c'est quand même très loin de 60%. Ça veut dire qu'il va falloir activer énormément de leviers dans tous les secteurs, le transport, les bâtiments et également l'industrie. C'est peut-être là où les challenges sont les plus significatifs pour arriver à progressivement décarboner les usages via l'électricité qui est produite en Europe. Puis ça se transporte quand même assez mal à travers les océans. Deuxième volet, on y reviendra peut-être. Comment est produite cette électricité ? On a aujourd'hui des filières industrielles qui sont européennes et il faut les maintenir et les développer. Je vais ici parler du nucléaire et de l'hydraulique. On n'en parle pas assez, on essaie d'en parler beaucoup plus à Bruxelles. Ce sont des filières industrielles qui sont vraiment européennes avec un savoir-faire vraiment centenaire et il faut continuer à les développer. C'est pour ça que pour nous, c'était très important d'avoir ces technologies dans le Net Zero Industry Act aussi. Et après, il y a toutes les technologies qui aujourd'hui sont massivement produites effectivement plutôt en Chine. 90% des panneaux solaires, 70% des électrolyseurs, les batteries, on est à peu près dans ces eaux-là aussi. Et donc, il y a un vrai sujet de réindustrialisation et de ramener à minima une partie de ces productions en Europe pour travailler à notre résilience et notre indépendance énergétique via également les chaînes industrielles. Oui, en même temps, là où c'est compliqué, c'est qu'on voit bien qu'il y a la production d'énergie, elle vient, vous-même vous l'avez dit, de multiples sources. Donc ça complexifie cette notion d'indépendance énergétique, non ? Oui, et l'électricité. Alors, non, mais je vais laisser Gabriel évoquer tout ça. Vous tourniez vers Gabriel Gauthier, donc c'est pas du tout volontaire. Hein. Oui, non, mais si je dis 60% d'électricité, c'est-à-dire qu'il y a quand même 40% qui va devoir venir d'autres choses. Et là, on est sur l'hydrogène, on est sur le biogaz, on est sur la CCS. Donc, on n'est pas sur du 100% électrification. Enfin, le 40% restant sur les autres sources, ce sont aussi des enjeux absolument majeurs. Et je suis sûr que Gabriel nous éclairera sur le sujet. Gabriel Gauthier, puisque justement Marion Labattu se tourne vers vous, prenez le micro. On a parlé des énergies fossiles, mais on sait bien que Total aujourd'hui, c'est Total Énergie, parce que notamment en Europe, vous avez développé d'autres formes d'énergie. Et cette indépendance énergétique, vous êtes au cœur de ça. Comment est-ce que vous le vivez, j'ai presque envie de dire.
La crise qui d'ailleurs a commencé avant la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, elle est un peu... la guerre en Ukraine est revenue juste après. Et puis on pourra reparler du Green Deal après. A révélé quand même effectivement cette extrême dépendance, tout d'un coup. Et donc elle a provoqué un sursaut en Europe qui a eu trois bienfaits quand même. On a drastiquement et très rapidement baissé en fait nos importations, notre réduction vis-à-vis de la Russie, qui était quand même le grand sujet, parce qu'on a vécu pendant des décennies, nous aussi, pas que l'Allemagne, mais sur une énergie de gaz peu chère. Aujourd'hui, il y a encore plus de 60% de l'énergie qui est importée, mais la Russie, dans ces 60%, c'est 40% des importations en 2021. Aujourd'hui, c'est 12%. Donc, on a rapidement diversifié. Ça ne veut pas dire qu'on a diversifié ses sources alors, nous, on a été un des premiers exportateurs de LNG des US, mais également d'autres, de Qatar, d'Algérie, du Nigeria. C'est comme ça qu'a permis, entre autres, pas que, mais d'éviter la crainte du blackout qu'on avait quand même. Voilà. Donc on a rapidement rapatrié et diversifié. Donc indépendance n'est pas autonomie. Indépendance, c'est moindre dépendance à 80% d'un seul fournisseur. Voilà, première chose. Deuxièmement, elle a permis quand même, et ça a été dit, de prendre notre destin en main et de dire il faut qu'on développe notre autonomie, qui est autre chose. Et donc, c'est le développement, effectivement, des énergies renouvelables. Nous, on le fait partout dans le monde, mais notamment en Europe. C'est ce qui fait d'ailleurs que Total Energy, qui était assez peu européen jusque-là, devient presque une grande industrie multi-énergie et investit peut-être plus que jamais qu'elle ne l'a fait en Europe, notamment dans les renouvelables. Voilà. Et enfin, troisièmement, il n'y a pas que dans les électrons, mais plus on va développer d'électrons, plus on va développer de l'intermittence à la fois saisonnière, mais également à la minute et à la semaine. Et il va falloir quand même également d'autres types d'énergie, dont du gaz décarboné. Et avec le biométhane, c'est aussi des ressources locales. Donc, davantage d'autonomie. Et nous, on envisage d'être un acteur très important de ce biométhane. Voilà. Juste un point pour signaler que cette crise en soi, elle a eu aussi des bienfaits, parce qu'elle a révélé que la force de notre marché européen relative. D'abord, la valeur du marché unique. Il y a une solidarité entre les pays. C'est-à-dire qu'aucun n'était en soi autonome et indépendant. Mais on a vu, je parle souvent trop d'Agnès, mais on a, nous, importé de l'électricité d'Allemagne, ce qui était jamais vu, quand nos centrales en ont eu un peu besoin, et vice-versa. On a exporté du gaz. Donc la valeur de ce marché européen, qu'il faut d'ailleurs qu'on approfondisse, parce qu'il n'est pas fini, dans des mécanismes de capacité, on peut encore l'approfondir et le développer, a été révélée. La valeur des contrats long terme, pour se prémunir sur le long terme, garantir, alors qu'ils étaient mal vus de la Commission, parce qu'ils ont tendance à enfermer le consommateur. Donc au nom de la concurrence, on n'aimait pas du tout les contrats long terme à la Commission. Là maintenant, on fait l'apologie des contrats long terme, des PPA. Deuxième chose qu'on a changé. On voit chez EDF. Voilà. Partout. Voilà. Et puis, on a redécouvert la valeur de l'efficacité énergétique, mais ça a été dit. Donc ça, c'est blessing in disguise. Voilà. Non, Marion Labattu, pardon, je vous ai un peu interpellé. Si, parce que je ne sais pas, dans la fixation du prix du nucléaire, on sait que les prix long terme, les contrats long terme, c'est quelque chose de très important pour Luc Rémont. Voilà, c'est pour ça que je... Non, excusez-moi, je pensais que vous disiez le contraire, donc j'étais un petit peu interpellée. Non, bien sûr, nous avons beaucoup œuvré aussi à Bruxelles pour avoir une visibilité de plus long terme, et c'est vraiment un des grands atouts de cette réforme du marché de l'électricité. C'est de permettre des horizons de marché et des prix qui soient plus sur le long terme, qui permettent l'investissement, qui donnent plus de stabilité aux consommateurs. Et on a effectivement un soutien au PPA et à des contrats pour l'investissement aussi, donc c'est très positif. Vous voulez dire quelque chose, Agnès Pannier-Runacher, avant que je passe la parole à Éric Baudry ? Non, là-dessus, sur ce qu'on vient de dire. Sur ce que vous voulez, peut-être vient de dire Marion Labattu. Oui, plusieurs éléments. La première chose, c'est l'importance du réseau. Enfin, vous disiez, on a compris la valeur d'avoir un marché qui était connecté. Je pense qu'on ne se rend pas compte en France et en Europe que quand vous avez un souci de réseau en Chine, c'est pas la région de Shanghai qui vient au secours de la région de Beijing. Ou le Texas de la Louisiane. Ou le Texas de la Louisiane. Et là, on a non seulement des baisses de tension ou des délestages, mais on a carrément des blackouts. Ça existe dans les autres pays. Ça a une valeur économique majeure. Cette valeur économique, on n'est pas capable d'en rendre compte. Je trouve ça très dommage par rapport à l'attractivité du marché européen.
La deuxième chose, c'est que dans le réseau, c'est un élément d'infrastructure absolument essentiel sur lequel la France doit faire des investissements massifs. Mais en politique européenne, la question des réseaux est clé, c'est une question politique. Je vous donne juste un élément qui me paraît important pour les années qui viennent. Aujourd'hui, les dimanches d'été, nous avons un prix négatif. Oui. Oui, mais ça, c'est pas bon pour ceux qui ont une énergie régulière et qui font qui sécurisent tout le reste du marché. C'est-à-dire qu'en valeur, à un moment, il va falloir se poser la question de comment on rémunère l'énergie qui fonctionne tout le temps, qui peut être du gaz vert dans une centrale ou qui peut être du nucléaire, par rapport à des énergies intermittentes, et comment on price aussi le réseau. Donc on est au tout début d'une transformation qui est essentielle pour préserver un actif qui est la stabilité de livraison à tout moment, de l'énergie partout et à un prix accessible. Ouais. Éric Baudry, justement, ça fera le lien. Donc pour vous... Pardon ? Ça sera parti pour cette question importante. Non, mais... En plus, il y a plein de questions importantes à poser, mais il faut que chacun puisse aussi s'exprimer, n'est-ce pas, Éric Baudry ? Donc vous, voilà, la question de stabilité, justement, c'est pour ça que je rebondissais sur ce que disait Agnès Pannier-Runacher. La question de stabilité, c'est un point très important pour vous, la stabilité de l'approvisionnement. Alors on a quand même deux points. Il est question d'une part d'indépendance énergétique, et je tiens à remercier encore une fois Madame la Ministre pour nous avoir accompagnés à la fois sur des questions d'industrie, mais également sur le volet énergie. Je ne vous répéterai pas combien vous nous manquez sur ces sujets-là. La question de l'indépendance énergétique a été déjà largement débattue. Pour ce qui est de la souveraineté industrielle, évidemment, le prix de l'énergie rentre naturellement dans notre prix de revient, ou intègre nos prix de revient. Je suis le seul honoré de représenter la filière de l'industrie. J'ai quelques concurrents et partenaires de jeu dans la salle. Mais effectivement, la valeur de l'énergie, c'est une dimension extrêmement sensible. Nous avons des contrats d'achat pour la matière première, et nous avons avec une durée fixe par an, notamment sur des matières comme l'acier. Ça n'est pas le cas sur l'énergie, sur laquelle le temps long ou les contrats de longue durée sont réduits volontairement sur une période de 2 ans pour des raisons d'engagement. Et nous avons à l'intérieur de ça traversé toute une période d'instabilité. Le Covid a révélé très largement, et puis dans un second temps, le conflit en Ukraine a révélé la nécessité de renforcer notre logique d'approvisionnement. Je ne suis que le représentant d'un groupe industriel. Nous avons pu prendre conscience pleinement de la nécessité d'avoir une production d'énergie qui soit relativement sécurisée, notamment en ce qui concerne l'électricité, qui rentre encore une fois dans nos process. Mais ça a aussi et surtout révélé la nécessité de raisonner sur des circuits beaucoup plus courts, et notamment à la maille européenne. Simplement un exemple, nous avons dans la fabrication de produits que sont notamment les pompes à chaleur, un certain nombre d'intrants dont nous ne disposons pas ou plus en Europe, notamment les compresseurs, dont nous sommes profondément et durablement dépendants de deux pays notoires que sont d'une part la Chine, d'autre part la Corée. Quand on nous annonce aujourd'hui des délais d'approvisionnement de 58 semaines, je vous fais le calcul, ça fait 1 an et 4 mois, et 4 semaines. Aujourd'hui, elle est là. Ouais. Pardon ? Et 6 semaines. Vous avez raison. Il y en a qui suivent. Ouais. Non, c'était pas volontaire. Donc il est nécessaire, quand on parle effectivement de souveraineté industrielle, c'est un ensemble, et nous raisonnons non plus sur une industrie exclusivement française, mais de plus en plus sur une industrie française / européenne. C'est de vous dont on tient d'ailleurs. Non, pas le / le européen. On a ouvert les chakras sur le sujet quand même. Mais c'est vrai qu'il y a un effort, et c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir construire un modèle de souveraineté industrielle européen qui permettrait aussi, qui doit nous permettre de pouvoir faire front, d'une part, à un continent américain qui a organisé son industrie avec les complexités d'énergie que l'on connaît, mais aussi de faire front à une industrie asiatique, sans rentrer dans le détail, qui est extrêmement rapide, comme vous le précisiez tout à l'heure, qui est extrêmement organisée et qui a une capacité à se structurer pour importer ses produits de manière très importante sur le territoire français, comme sur la place européenne.
Merci beaucoup, Éric Baudry. Effectivement, on pourrait rebondir, on pourrait continuer à tirer les fils de cette pelote, mais il faut qu'on avance parce que est-ce que cette notion d'indépendance énergétique et de sécurité des approvisionnements, est-ce qu'elle est, à votre avis, suffisamment prise en compte au niveau de la politique européenne? Et qu'est-ce que pourrait faire l'Europe de plus? Par exemple, si on prend pour vous, Rémi Garaude-Verdier, la question de la standardisation. On sait que c'est un point extrêmement important. On l'a mentionné là tout à l'heure. Je ne sais plus qui le disait, si c'était François-Xavier Bellamy. Mais c'est un point clé, même pour la question avec Isabelle Spiegel de Vinci, des autoroutes et avec des caténaires. On voit bien que si ça s'arrête à la frontière franco-allemande, parce que c'est pas les mêmes standards, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Enfin, il y a une rupture, c'est pas possible. Pour vous, c'est la question clé? C'est effectivement une des questions clés. Le défi de l'indépendance, il est financier, on y reviendra un peu plus tard, mais il est également et surtout industriel. Il faut une filière, il faut des usines sur le sol français, sur le sol européen pour produire des câbles, par exemple, et des transformateurs qui sont indispensables à cette transition. L'Europe s'est saisie du sujet en sécurisant à travers le texte sur les matériaux critiques une partie, on va dire, des approvisionnements, mais la réponse la plus naturelle pour se sécuriser sur ces approvisionnements, c'est d'avoir les usines en France et en Europe. Qu'est-ce qui peut pousser un industriel à relocaliser? C'est d'avoir ce grand marché européen, ça a été rappelé plusieurs fois dans la table ronde précédente, le premier marché du monde, et d'avoir des solutions standardisées. Si je vais voir un fabricant de câbles et je lui dis qu'il va falloir fabriquer un type de câble pour Enedis, un autre pour Enel en Italie, un troisième pour E.ON en Allemagne. Il y a 2400 distributeurs d'électricité en Europe. Si je demande à un fournisseur de fabriquer 2400 types de câbles différents, jamais il va revenir en Europe. Il faut qu'on lui apporte la visibilité sur des quantités, mais aussi sur des standards. Et c'est cette visibilité sur ce qu'il va avoir à produire qui est de nature à le motiver à réimplanter ces usines en Europe. Ça marche pour le câble, ça marche pour les transformateurs. Et ça a une seconde vertu, ça. C'est la solidarité. On l'a vu, Madame la Ministre, nous étions en Irlande ensemble après la tempête Ciarán, 1,2 million de clients coupés suite à cette tempête complètement extraordinaire. Nos amis irlandais, le distributeur irlandais, ESB, est venu aider les équipes d'Enedis en Bretagne. Pourquoi il a pu venir nous aider? Et pourquoi les Irlandais? Parce qu'on a les mêmes standards. On utilise les mêmes câbles, les mêmes transformateurs et les mêmes techniques. Ce n'est pas possible avec tous les distributeurs en Europe. Et c'est dommage. Donc la souveraineté, oui. Les standards, c'est utile. Donc plus d'Europe, ça répond directement à votre question. Plus d'Europe, une Europe plus solidaire, notamment sur la résilience. Pouvoir s'aider entre nous. Quand l'Italie fait face à des inondations, nous, on veut pouvoir les aider. Aujourd'hui, il y a quelques barrières. Elles sont liées à ces standards différents. On y travaille, je l'ai évoqué, 2400 distributeurs en Europe, on est réunis dans plusieurs associations et on essaie d'apporter des réponses communes à ces événements climatiques de grande ampleur. Il y a un domaine sur lequel ça marche très bien, parce qu'il est beaucoup plus récent, c'est la cybersécurité. On s'est tous mis ensemble, Thomas Vérin qui est parti, il nous l'aurait dit, les transporteurs d'électricité, les distributeurs, tous, pour avoir une règle commune de cybersécurité. Aujourd'hui, quand l'un d'entre nous est attaqué, le contexte géopolitique fait que ça arrive plus souvent qu'avant. C'est quoi la fréquence? Plusieurs fois par jour. Et c'est tous les acteurs industriels, hein, c'est pas propre, c'est tout le monde, c'est pas propre à Enedis. Oui. Non, mais je pensais sur la Enedis. Eh bien, on a mis en place des centres communs de réponse à ces attaques. Donc on a normalisé nos interactions pour pouvoir se prévenir. Et ça marche très bien parce qu'on a des standards uniques, communs, et des standards de communication qui sont également communs. C'est ça la standardisation au service de la solidarité et au service de la résilience. Merci beaucoup. Pour EDF, Marion Labattu, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant? Parce que la Commission européenne, elle a reconnu l'électricité comme facteur clé de la décarbonation. D'accord? Mais est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, elle en fait suffisamment sur cette question d'électrification?
Je pense qu'il y a beaucoup de propositions dans le Fit for 55 qui viennent à pousser l'électrification dans les différents secteurs. Donc il va falloir implémenter. Je pense qu'un grand un grand enjeu de la prochaine mandature sera de mettre en œuvre et de mesurer, de partager aussi les bonnes idées entre États membres pour faire avancer l'électrification et enlever les obstacles. Je pense personnellement qu'il serait bienvenu d'avoir une stratégie ou un plan d'action pour l'électrification qui permette de suivre justement secteur par secteur les différentes avancées, identifier ce qui bloque et éventuellement de nouvelles propositions qui pourraient être faites pour aider l'électrification dans les secteurs dans lesquels c'est un peu plus difficile. On a un autre problème sur l'électrification qui est un sujet de mesure et d'indicateurs. Alors, au niveau européen, on peut aller sur Eurostat et trouver le chiffre d'il y a 2 ans. Si vous regardez les plans nationaux énergie-climat, on a pris 3 stagiaires de Polytechnique, on les a mis sur le sujet. Ils ont beaucoup travaillé et ils sont revenus en disant c'est quand même assez compliqué parce qu'il n'y a pas d'indicateur d'électrification dans les plans nationaux énergie-climat, ni au niveau national, ni par secteur. Donc, je vais reprendre les propos d'Ursula von der Leyen. On ne peut bien faire que ce qu'on peut mesurer. Et je pense que la première étape, c'est certainement d'avoir des indicateurs robustes et de savoir où on va. Et si on sait qu'aujourd'hui, on est à 23 et qu'on doit arriver à 60 avec un point de passage en 2040, eh bien, regardons si nous sommes sur la bonne trajectoire et au fur et à mesure, quelles sont les actions à prendre pour faire avancer cette électrification dans les différents domaines. Peut-être deuxième étape de la réponse sur l'hydrogène. Oui. On a passé beaucoup de temps à se poser des questions et, bon, de mon point de vue, un petit peu coupé les cheveux en 4 quand même sur la couleur de l'hydrogène. Et on aurait peut-être mieux fait de se fixer un seuil d'émission, de se dire comment on le calcule. Aujourd'hui, on est toujours en attente des textes pour savoir qu'est-ce que c'est de l'hydrogène bas carbone. Alors, il y a eu énormément de travail. Aujourd'hui, on peut faire de l'hydrogène bas carbone et le faire contribuer à certaines cibles, mais malheureusement, il n'est pas encore tout à fait défini. Donc, il faut finaliser ce travail en ayant des règles assez robustes, mais aussi assez simples, de façon à pouvoir, par exemple, avoir des projets d'hydrogène bas carbone. Donc, nous, on est plutôt sur l'hydrogène électrolytique. On va brancher un électrolyseur sur le réseau bas carbone en France. Et par exemple, la Banque de l'hydrogène qui a lancé des appels d'offres qui aujourd'hui ne sont que sur l'hydrogène renouvelable. On espère pouvoir participer avec de l'hydrogène bas carbone, mais pour ça, il faut d'abord qu'il soit défini. 2 exemples. Permettez-moi un instant de rebondir, parce que je sais qu'Agnès Pannier-Runacher pourra peut-être pas rester jusqu'à la fin. Est-ce que cette question de l'hydrogène vert, verte ou pas verte, c'est simple, l'IRA, les Américains, ils ont dit, ben voilà, c'est comme ça, point barre, vous avez votre compte d'exploitation, hop, vous touchez tant, terminé, merci, au revoir. Nous, on en est encore à définir sur c'est quoi, si c'est vert, si c'est trop vert, pas assez vert et tout. Est-ce que c'est pas toute la difficulté de l'Europe et l'enjeu, vous dites, c'est une course contre la montre, mais alors là, nous, on part avec des sabots de bois, enfin tout ce que vous voulez, des béquilles ou je sais pas trop quoi. Alors, on n'a pas fait que ça parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un IPCEI, qui est un projet de soutien à l'industrialisation d'un certain nombre de techniques hydrogènes, sur lequel on a déjà abouti, que ce soit... 4 ans, hein, me dit ma voisine, me souffle ma voisine. Alors, et je vais y venir, parce que vous demandiez ce qu'on peut améliorer, ça fait partie des choses qu'il faut améliorer. On est parti, nous on avait rendu notre copie janvier 2021. Effectivement, oui, on est parti avant, c'est ça qui est fou. Non, mais on avait remonté tous nos projets en janvier 2021 et de mémoire, on a réussi à faire remonter les premières décisions en dur en septembre 2023 ou juillet 2023, de mémoire. C'est sans doute un peu long. Donc, ces mécanismes, ils fonctionnent. Mais il faut aller plus vite dans l'instruction des dossiers. Il ne faut pas être sur le pas de temps du plus lent. Il faut être sur le pas de temps, enfin en faisant des vagues. Et là, il y a un certain nombre d'éléments où on peut accélérer. La deuxième chose, c'est la neutralité technologique. S'il y a un truc sur lequel il faut être intangible, et c'est pour cela que moi, dans le plan national énergie-climat, par provocation, mais aussi pour susciter le débat, j'ai refusé de donner le pourcentage de la part d'énergie renouvelable dans mon mix énergétique à horizon 2030. Tout simplement parce que je trouvais que la question était idiote. Et j'ai dit quelle est la part de mes énergies bas carbone. Après, que ce soit 42, 58 ou 40, 60 ou 38, 62, on s'en tamponne. Il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre. Pardon d'être un peu vulgaire, mais c'est vraiment ça. Et on finit par être à s'accrocher sur des choses qui sont parfois des totems et on perd de vue l'objectif. En revanche,
En revanche, il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui est de baisser notre consommation d'énergie et d'augmenter. Et si chemin faisant, on s'aperçoit qu'on est capable de stocker de l'énergie renouvelable, c'est formidable et on fera plus d'énergie renouvelable. Si chemin faisant, on s'aperçoit qu'on est capable de développer du nucléaire en 10 ans et pas en 15, c'est formidable, on fera plus de nucléaire. Mais moi, je ne sais pas dire à 10 ans quelles seront les technologies qui émergeront. Et mon sujet à la fin, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et vous savez quoi ? Je pense que ça va bouger beaucoup et qu'il faut être capable de piloter et d'être agile. Donc, de quoi a-t-on besoin ? De piloter et d'être agile sur des boucles. Enfin, dernière chose, un Chief Trade Officer qui est vraiment très, qui mord au mollet de toutes les concurrences déloyales auxquelles on fait face, je pense que ça peut être très utile pour protéger notre industrie. On en a beaucoup parlé sur les pompes à chaleur. Quand il y a des pays qui font du dumping ou qui subventionnent leurs recherches ou qui qui construisent gratuitement les usines, à un moment, il faut être capable de le faire remarquer et d'avoir un Chief Trade Officer. On en a un en Europe qui soit sur tous les sujets et particulièrement mordant. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Gabriel Gauthier, vous, on voit bien, donc il faut diminuer la dépendance aux fossiles, parler d'efficacité énergétique, mais juste une question, est-ce qu'on pourra se passer de ces molécules qu'on trouve aujourd'hui dans le pétrole et dans le gaz et qu'on retrouve ailleurs ? Comme je vous disais, on va... Qu'est-ce que l'Europe peut faire de plus ? Juste avant de passer... je vous ai dit, on ne pourra pas s'en passer complètement. Oui. Parce que plus on aura de renouvelables, et plus on aura besoin pour passer les pointes, pour faire l'intermittence. Et ça fait partie, avec le grid, des deux grands oubliés. Qu'est-ce que l'Europe peut faire de plus ? Tout d'un coup, on s'est dit, mince, il faut des réseaux. Il va falloir quand même 300 milliards les DSO investissent plus de 300 milliards d'ici 2030, j'ai vu ça. Plus, alors on a quelques idées, nous, parce qu'on va manquer également. Autre sujet sur lequel on n'a pas anticipé, c'est les matières premières. Tout d'un coup, mais il faut peut-être du cuivre. Et en fait, on va peut-être plus manquer de cuivre, parce que chaque voiture électrique, c'est 80 kg de cuivre. Chaque mégawatt de renouvelable implanté induit, soit dans le réseau, quelques millions de tonnes de cuivre. Il y a les réseaux des télécoms. Alors, moi j'ai une petite idée, parce que j'ai passé 20 ans dans les télécoms, et j'ai passé pas mal de temps à déployer des réseaux de fibre optique. Et je pense qu'on serait bien inspiré de faire un parallèle entre les deux, à la fois non seulement pour les matières premières, parce qu'on va décommissionner les réseaux de télécoms, il va falloir recycler ce réseau de cuivre, et ce cuivre ici, et ça c'est du local. Bon, pas très facile d'enlever les réseaux de télécoms partout, mais j'ai commencé à regarder avec Orange, on peut quand même en enlever un certain nombre et le recycler. Plus que de lithium, parce qu'on pensait que le lithium allait être la grande chose, nous on pense qu'on aura plus besoin de cuivre que de lithium. Et puis, donc les réseaux. Et les réseaux, il y a aussi tout un tas d'entreprises, c'est de la main-d'œuvre. On avait fait un plan fibre avec des gens formés. Et les entreprises qui déployaient ces réseaux de fibre, il faut les rebasculer pour déployer massivement ces réseaux d'énergie. Il faut investir pas seulement dans le transfrontalier, on voit toujours les grandes avec le CEF, c'est dans les tripes, mais ça, Rémi le sait mieux que moi, dans les tripes, parce qu'il va falloir inverser complètement, réarchitecturer complètement ce réseau qui était top-down, il va devenir bidirectionnel. Donc il y a des investissements également dans le numérique, dans tout ça. Donc ça, on ne l'a pas encore beaucoup anticipé. Et puis deuxièmement, on a dit il faut phase out le gaz complètement, c'était 2040, plus de gaz. Comment est-ce qu'on fait pour passer les pays qui n'ont pas de nucléaire et comment est-ce qu'ils passent l'intermittence croissante ? Il faut pas plus de CCGT, mais on va devoir maintenir un minimum avec du biométhane, évidemment, d'éléments décarbonés, mais il va falloir un petit peu de flexibilité. Et puis alors, je ne reviens pas sur l'hydrogène. Nous, on a ce projet, effectivement, on est un des premiers à se lancer dans un des projets à l'hydrogène, pendant qu'on dissertait non pas sur le sexe des anges, mais sur la couleur de l'hydrogène. Pendant ce temps-là, aux USA, on a fait des projets pilotes diméthane avec de l'hydrogène décarboné et du CO2 biogénique, on a été faire ces projets pilotes aux US. Et puis alors je peux vous dire là-bas, c'est venez faire vos projets pilotes ici, puis après vous les déploierez en Europe. Ça fait un peu mal au cœur, quoi. Voilà. Donc effectivement, il faut absolument revoir à la marge, cet acte délégué sur l'hydrogène décarboné. Nous, nos électrolyseurs, ils sont vides parce qu'il n'y a pas assez d'énergie renouvelable. Parce qu'ils n'ont pas l'additionnalité, la corrélation géographique infernale. Alors, on passe un temps fou à faire ça. Il faudrait qu'on puisse les remplir avec de l'énergie nucléaire. Sinon, on est... non, parce qu'on n'a pas la qualification des RFNBO. Ah non. Parce que nous, on la valorise. Délégué avec une petite dimension qui a été... Pour le moment, c'est pas possible. On a un acte délégué qui a été négocié par Une Nuit sans Lune et qui permet de sauver la Suède, la France et la Finlande. Oui. C'est pas totalement un hasard. Enfin, on le valorise, nous, quand on fabrique des e-fuels avec, des RFNBO. Et pour qu'ils soient RFNBO, pour le moment, il faut qu'ils soient verts.
C'est vrai qu'il Pas faut bien nucléaire, avoir fait pas encore. politique, oui, pour Ouais. comprendre. Oui. Merci beaucoup. Éric Baudry, de votre point de vue, on a parlé tout à l'heure de Repowered EU, qui a constitué la réponse de l'Union européenne par rapport à la question de l'indépendance sur le plan énergétique. Mais sur le plan de l'indépendance industrielle, quelles seraient les avancées pour vous nécessaires? Alors, de mon point de vue, quand on parle de Repower EU et qu'on prend l'ensemble des textes par le menu, c'était quand même un pointage résolument sur le gaz et un peu moins sur l'électricité, Oui. quelle que soit la couleur de l'électricité ou même quelle que soit la couleur de l'hydrogène, si tant est qu'il y a une couleur. Là maintenant, ça se transforme. Il faut raisonner d'une part sur l'amont et également sur l'aval. Sur l'amont, en termes d'entreprises industrielles, beaucoup d'entreprises industrielles en Europe, à prendre deux exemples que nous connaissons bien, que sont la France et l'Allemagne, ont déjà amorcé la transformation de leurs outils industriels, de leurs outils de production industrielle. Il y a beaucoup de process. Tout pendant qu'on n'est pas soumis à des obligations de process qui nécessitent des températures relativement élevées, typiquement pour la cuisson, pour la peinture ou pour le verre, il existe des solutions aujourd'hui avec les énergies renouvelables qui permettent d'une part de remplacer les différents équipements qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui avec des énergies fossiles, notamment sur le gaz, en remplaçant avec de la pompe à chaleur de haute température, encore une fois hors process. Et puis il y a aussi toute la logique d'autoproduction, autoconsommation. On parlait tout à l'heure du déploiement du photovoltaïque sur les sites industriels. Il y a un gisement en termes de toiture qui est phénoménal, qui ne demande qu'à être couvert ou qu'à être recouvert, et qui permet d'une part, les sites industriels par nature ne sont pas dans des centres-villes et ne sont pas à la défense, sont en général sur des bassins d'emploi relativement chargés, et ce qui permet d'apporter d'une part une réponse en besoin d'énergie aux sites industriels, mais aussi et surtout aux collectivités locales ou à la collectivité locale. Donc ça, c'est le premier point. Et puis il y a un second point, toujours sur la question de la souveraineté, il y a un mouvement européen nécessaire sur l'accélération du remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Alors on parle de pompe à chaleur encore une fois, je suis navré, mais on est un peu plus qualifié sur le sujet que sur le solaire en l'occurrence. Mais il y a un véritable enjeu et nous avons besoin, semble-t-il, de pouvoir collectivement, à la maille de l'Union européenne, adresser le marché du bâtiment. Et quand on parle du marché du bâtiment, c'est pas uniquement du logement, ce sont aussi des bâtiments tertiaires, ce sont des sites industriels, c'est de l'hôtellerie, c'est des sièges sociaux, ce sont des cliniques, des écoles. Il y a un effort phénoménal avec surtout un gisement qui est extrêmement important. Juste un chiffre, et j'arrêterai là sans doute, c'est que le remplacement d'une solution fossile, gaz essentiellement, prenons le cas d'une école, par une pompe à chaleur, c'est instantanément 40% de réduction de la consommation d'énergie, hors équipement. En consommation d'énergie pure, nous arrivons en pied de facture à réduire jusqu'à 40% aujourd'hui avec les technologies disponibles. Allons-y ensemble. Oui, c'est une belle formule, ça pourrait faire une jolie formule de conclusion. Mais encore une question à chacun, parce qu'on peut pas, il faut qu'on accélère nous aussi. Si vous aviez un souhait ou des priorités, deux priorités pour la prochaine mandature, question que j'ai posée à la table ronde précédente, mais qui est intéressant d'avoir de là où vous êtes, de savoir ce que vous avez envie de faire passer comme message, et notamment Agnès Pannier-Runacher, Dixit Valérie Hayé, alors si j'ai bien compris. Marion Labattu. Je pense qu'il est nécessaire de garder une direction et un élément clé de cette direction, c'est le prix du carbone pour la décarbonation et les signaux d'investissement. Donc ça, c'est vraiment une demande forte de garder cette ETS dont on a parlé la première table ronde au cœur de la politique énergétique européenne. Le deuxième volet, c'est la diversité technologique ou la neutralité technologique qui doit vraiment être ancrée au cœur de toutes les politiques européennes. Et en ce sens, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur la gouvernance des objectifs énergie-climat. On est certainement allé un petit peu trop dans le détail et dans le technologie spécifique avec le Fit for 55. Il faut peut-être remonter d'un cran avec des objectifs en matière de réduction de CO2 dans les différents secteurs, comme le disait Agnès Pannier-Runacher. Est-ce que j'ai droit à un troisième, mais il est totalement lié au deuxième, c'est la neutralité technologique sur les fonds, les financements européens. Aujourd'hui, si je veux faire financer une étude de préfaisabilité pour un SMR avec un fonds européen, la réponse est non.
Les Américains le font très bien en Europe de l'Est, par ça. Mais donc il y a des fonds comme le Just Transition Fund qui sont totalement fermés au nucléaire. Il y en a d'autres comme l'Innovation Fund, c'est écrit nulle part, mais bon, de facto, ils sont quand même fermés. Et puis on a la BEI aussi qui est en train de faire un virage. Enfin, c'est pas descendu encore tout à fait à tous les niveaux, mais on y compte beaucoup. Et donc il y a vraiment ce sujet des financements qui doivent être plus technologiquement neutres et sujet qui est largement porté par l'Alliance du nucléaire également. Ça fait 2,5. Ça va. Il y a Christophe Grudler qui est en ligne avec nous de Bruxelles. C'est pour ça que je vous... Non, il attend quand même. Rémi Garraud-Verdier, si vous l'avez déjà dit un petit peu dans vos interventions, si vous aviez 1, 2 ou 3 priorités. Alors, sur 3 priorités. Un paquet réseau. Le paquet 55, c'était un paquet climat. Dans la foulée du paquet de 55 et après l'agression de l'Ukraine par la Russie, on a eu un paquet marché. C'est très très bien, je vous l'ai dit, on se félicite des conclusions. Pour la suite, il faut un paquet infrastructure, un paquet réseau, pour que le réseau soit au rendez-vous. Construire 9 fois le tour de la Terre, ça ne va pas se faire spontanément. C'est pareil pour nos homologues, que ce soit les Italiens, les Espagnols. Donc ma première demande, si je peux me permettre, un paquet réseau. La deuxième, il y a un défi, ça a été dit dans la table ronde précédente, sur les compétences. Oui. Enedis, avec RTE, a créé l'école des réseaux pour la transition énergétique. Ça permet de donner goût aux plus jeunes de nos concitoyens, ces métiers techniques, qui sont parfois mal perçus, à remplir des classes dans des lycées professionnels pour que l'on puisse disposer des techniciens qui vont construire et maintenir le réseau du futur. Il faut le développer. On rêve d'un Erasmus de la transition énergétique qui permettrait à ces jeunes d'aller passer une alternance en dehors d'Enedis, mais par exemple en Allemagne, par exemple en Espagne ou au Portugal. Donc on rêve d'un Erasmus de la transition énergétique. La question a été évoquée déjà sur le financement. Les projets CEF, sans rentrer dans le détail, c'est 166 projets qui ont été validés par le Parlement là, il y a quelques jours. Sur ces 166 projets, il y en a 5 qui concernent le réseau. C'est en décalage total avec tout ce qui est dit par la Commission, plan d'action sur les réseaux, 600 milliards d'investissements nécessaires à 2040 pour réussir la transition énergétique pour les infrastructures, et un fonds CEF qui consacre 5 projets sur 166, avec des sommes qui s'apparentent plus à des pourboires qu'à l'économie du CAPEX, comme c'était dit par Thomas Vérinck. Donc un paquet réseau, l'Erasmus de la transition énergétique et un rééquilibrage des fonds européens. Éric Baudry. Moi, j'avais préparé aussi ma lettre au Père Noël. Ma lettre au Père Noël, j'avais bien retenu l'idée. Dans l'idée peut-être d'envisager la construction d'une filière franco-européenne sur les composants, pour ce qui concerne les composants stratégiques. Quand on parle d'énergie renouvelable, nous sommes quand même malgré tout encore et pour une durée relativement importante dépendant d'un certain nombre de pays asiatiques, comme je le disais tout à l'heure. On le sait, le renforcement de la mutualisation ne peut que nous être favorable et profitable à l'ensemble de nos industries. Ça passe notamment par la volonté de dynamiser la souveraineté industrielle. Alors on en parle régulièrement en France, mais j'entends assez rarement évoquer la notion de souveraineté industrielle européenne. On entend parler d'uniformisation des réseaux. Autonomie stratégique, je retiens. Mais ça a quand même du sens. On a une démarche en France qui a été lancée qui s'appelle le C3IV, qui a volonté d'accompagner les industries du développement. Alors il se passe quand même des choses, notamment à la maille européenne. Qui dit pompe à chaleur dit utilisation de fluides frigorigènes. Il y a une directive européenne qui s'appelle la F-Gaz, qui a vocation à écarter sur un calendrier relativement contraignant les fluides qui contiennent les fluides frigorigènes, qui contiennent des HFC pour aller vers des fluides les plus vertueux possibles. Sans doute aussi un modèle de démarche qui pourrait être un modèle de construction européenne intéressante pour faire front, encore une fois, à un certain nombre d'acteurs qui produisent du made in ailleurs, avec la prise en compte des données environnementales de manière uniformisée à la maille européenne pour les produits, et notamment pour les produits du renouvelable. Et un dernier point, qui est un véritable frein pour les acheteurs français qui sont en charge de la commande publique, c'est qu'ils ont, et ça n'est pas le cas par ailleurs, une responsabilité au pénal dans l'engagement des commandes qui passent. Point important. Elle est longue, votre liste au Père Noël. Heureusement que vous y croyez.
Voilà, un mot d'espoir. Gabriel Gauthier, pour vous, pour Total Energy, c'est quoi? Alors, je pense que le Green Deal portait en soi 3 idées qui sont révélées pas tout à fait justes. Là, et puis après, je vous dirai ma wishlist, c'est qu'en soi, il allait induire, par l'investissement dans les clean tech, une augmentation de la compétitivité industrielle de l'Europe. Deuxièmement, que l'énergie, parce qu'on allait passer au renouvelable, allait être moins chère. Et troisièmement, que les autres pays allaient nous suivre parce qu'on allait teach the world. L'Europe a un peu péché par immodestie en disant on va, alors qu'on n'en est que 7%, et que l'essentiel du problème, on n'en a pas parlé ici, c'est quand même le reste du monde, the rest of the world, the global south. Et c'est eux qu'on doit aider, que nous devons aider à décarboner. On a pensé que tout le monde allait nous suivre naturellement parce que c'était la voie de la sagesse. Or, quand on regarde, et tu l'as très bien dit Agnès, il y a d'autres pays qui avancent très très vite, beaucoup plus vite dans la décarbonation avec d'autres moyens. Les USA, c'est la carotte. La Chine, c'est la planification et ça va très vite. Et nous, c'est le stick, stick, stick. Donc, je pourrais dire un peu moins de sticks et de réglementation, un peu plus de souplesse. Il faut qu'on puisse fabriquer ici l'hydrogène pour faire nos SAF. On n'a pas dit pourquoi on avait besoin de molécules également, parce qu'il y a des secteurs comme le transport et l'aviation qui ne pourront pas se décarboner avec l'électrification. Donc, il faut qu'on puisse faire nos e-fuels. Voilà. Deuxièmement, il faut qu'on arrête effectivement, de lester d'un certain nombre de réglementations de CSRD quand la SEC ne demande absolument pas à ce qu'on reporte sur le scope 3. Là, il y a eu la CS3D, encore, j'en parle pas. Donc, globalement, qu'on fasse plus de confiance à l'industrie, que ce dialogue qui a manqué en Europe, direct avec l'industrie, parce qu'il a été très intermédiaire. Le contact direct avec l'industrie, c'était même sale quelquefois. Et donc, que l'on travaille ensemble sur des solutions, parce que qui va financer cette transition ? Je peux vous dire, j'ai financé des réseaux de télécom. C'est le partenariat public-privé. C'est l'argent privé qui va le financer avec des bons modèles, une bonne planification. On en a besoin, avec des garanties de la BEI pour qu'on aille, par exemple, électrifier au Maroc ou faire un peu d'hydrogène vert quand même au Maroc et en Mauritanie. Des garanties de la BEI, mais c'est de l'argent privé. Donc il faut l'attirer, cet argent privé. Il faut des business models qui marchent. Voilà, plus de dialogue et de PPP. Je propose que Eden refasse un séminaire parce qu'il y a tellement de questions. Un mot quand même, peut-être. Vous avez entendu évidemment tout ce qui reste à faire et encore nous sommes sur 4 secteurs clés, c'est clair. Mais ça vous inspire quoi, Agnès Pannier-Runacher? Alors, je m'étais fait ma petite liste, donc je n'avais pas raté les réseaux, je suis contente. Au passage, les réseaux, c'est électricité, gaz, CO2 et hydrogène, dont certains en repli et certains en développement, donc ce n'est pas complètement trivial. Les industries composées clés, je les avais. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de chaleur renouvelable et de biomasse, si je puis me permettre. C'est un sujet qui est essentiel. Alors peut-être parce que la casquette agriculture est arrivée sur ma tête, j'y suis plus sensible, mais j'étais un peu inquiète de ça. Et c'est souvent le parent pauvre de la réflexion des politiques énergétiques. Et puis il faut qu'on finalise au niveau français. Enfin, il faut aussi voir what's in it for me. Les négociations, ça a été dit très rapidement sur l'hydraulique, le nucléaire, le marché. Enfin, en fait, il faut un cadre stable. Après, en rebond de ce que vous dites, il faut une stratégie qui soit pensée comme un écosystème. C'est-à-dire qu'on passe. On a fait un énorme travail et je veux vraiment. Peut-être on a péché par arrogance, c'est toujours possible, mais on a fait un énorme travail pour nous obliger à nous mettre dans une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et quand on regarde les résultats au niveau européen, ça a produit des effets assez considérables. L'Inflation Reduction Act, en termes de subventions publiques, on pourrait regarder. Je pense que les chiffres ne sont pas si exorbitants. Il y a surtout quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'il y a aussi un léger effet bulle, pas complètement négligeable aux États-Unis. Donc on verra, c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bourses. Et un effet croissance, oui. Oui, mais qui est lié à l'effet bulle, nous sommes d'accord. Et nous n'avons pas la chance d'avoir une monnaie refuge comme le dollar qui permet de faire un certain nombre de choses avec des niveaux de déficit qui ne sont pas complètement négligeables, cette conversation étant pas complètement infondée vu les annonces d'aujourd'hui. En revanche, on est aujourd'hui à un moment où on est capable d'avoir une stratégie où on reprend un tout petit peu de surplomb pour justement rentrer dans une vision écosystémique où on regarde comment ça fonctionne ensemble et on se donne 4-5 objectifs qui sont bâtis en européen et avec une neutralité technologique. Et ça, je pense que ça marchera. Et si notre ligne de crête est de dire, au fond, on se donne l'autorisation
d'accompagner les industriels en faisant comme les autres quand il y a des beaux projets, mais pas de manière systématique, ce qui est en creux dans le Net Zero Industry Act, c'est-à-dire si les États-Unis vous déroulent le tapis rouge et que nous on estime que ce tapis rouge vaut le coup par rapport au projet qui est porté, on peut faire pareil, mais on ne le fait pas systématiquement et on est plus rapide dans l'instruction des dossiers. Je pense qu'on peut être extraordinairement percutant dans les années qui viennent. Et ce que vous dites est très juste, c'est construire des chaînes de valeur au niveau européen. On a des pays qui sont très compétitifs quand ils sont associés. On a très bien su le faire sur l'industrie automobile. On peut le faire sur d'autres secteurs du jeu. Les Tchèques, les Polonais, les Slovaques sont très très bons en industrie et en appui de ce qu'on peut faire en France, en Allemagne, en Espagne. Merci beaucoup, Agnès Pannier-Runacher. On va vous libérer parce que je sais, nous, on va continuer. Mais on sait que vous avez un agenda extrêmement chargé. Merci d'être venu apporter toute votre expertise. Merci beaucoup.